À l'aube, 57 camions convergent vers un même point frontalier et sont immobilisés en moins de 21 minutes. Un tel volume, disproportionné pour un trafic opportuniste, révèle une opération régionale conçue pour tester en silence la réactivité d'un État, la porosité de ses frontières et la solidité de ses institutions sur un laps de temps extrêmement court. Que change réellement cette nuit pour les Burkinabés, pour les équilibres du Sahel? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il placé au centre d'une décision dont les effets dépassent largement la saisie matérielle? En quelques heures, une tentative invisible de déstabilisation devient un révélateur stratégique. Cette analyse avance une promesse simple: comprendre les mécanismes plutôt que se laisser guider par l'image spectaculaire. Le bénéfice attendu est clair: acquérir une capacité de lecture lucide fondée sur les faits en 10 à 12 mots. L'approche ne cherche ni à accuser sans preuve, ni à minimiser par prudence excessive. Elle s'attache aux chaînes décisionnelles, aux indices matériels et aux conséquences mesurables qui transforment un événement isolé en signal stratégique. Les enjeux sont élevés. Une lecture superficielle réduit l'interception à un succès tactique ponctuel sans portée durable. Une lecture rigoureuse, au contraire, éclaire les modes opératoires de réseaux transnationaux capables de fragmenter, synchroniser et dissimuler leurs actions. Elle permet aussi d'évaluer le poids du choix institutionnel entre exposition publique et gestion silencieuse. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'administration d'une saisie. Elle engage la bataille du récit où la transparence, le tempo et la cohérence des données peuvent inverser un rapport de force narratif avant même toute escalade sécuritaire. 2 heures après l'interception, un chiffre suffit à changer le cadre d'analyse. 57 camions ont convergé vers un même corridor frontalier dans une fenêtre inférieure à 20 minutes. Ce nombre ne décrit pas seulement une ampleur inhabituelle, il atteste d'un niveau de synchronisation rarement observé dans les circulations d'armes au Sahel. À partir de ce moment, l'événement cesse d'être un transport isolé et prend la forme d'une opération coordonnée. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement impose immédiatement une autre grille de lecture. Le contexte régional renforce cette conclusion. Depuis des années, les flux d'armes y sont fragmentés. Opportunistes et de faible volume, les saisies qu'en essai qui concernent quelques véhicules, rarement plus, et relèvent des règles de réseau adaptatifs mais peu structurés. Ici, la logique diffère. Les points d'accès de départ sont éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Les documents de transport sont suffisamment crédibles pour franchir des contrôles de surface. Les itinéraires sont conçus pour rester anodins tant qu'ils demeurent dispersés. Pris séparément, aucun élément ne justifie une alerte majeure. La compression temporelle change tout. Pour converger à la minute près, il faut une coordination centrale. Pour maintenir la dispersion jusqu'au dernier moment, il faut une discipline informationnelle et financière solide. Pour diluer l'attribution, il faut accepter une hétérogénéité d'origine et de circuit. Chaque choix implique des coûts, des compétences et une planification longue. Rien n'évoque l'improvisation. À Ouagadougou, les rapports consolidés confirment rapidement cette cohérence. Ibrahim Traoré comprend alors que l'enjeu ne réside pas uniquement dans ce qui a été saisi, mais dans ce qui aurait pu passer si la réaction avait été retardée de quelques minutes. La mini-révélation agit comme un test. Elle mesure la capacité institutionnelle à détecter, fixer et interpréter une menace conçue pour rester sous le seuil de visibilité. Une question centrale demeure suspendue. Si une structure aussi coordonnée a pu s'approcher aussi près de son objectif, combien d'autres tentatives, plus modestes mais persistantes,
continuent de franchir les frontières sans être détectés. Au cœur de cette nuit tendue, un acteur secondaire devient déterminant, le capitaine Moussa Kaboré. Il n'est ni une figure médiatique ni un décideur de cabinet. Officier de terrain, il connaît les routes frontalières, leurs rythmes ordinaires et surtout les écarts minuscules que seule l'habitude et l'attention permettent d'identifier. Ce capital d'expérience transforme un détail banal en signal critique. Peu avant l'interception, Caboret remarque une anomalie simple: une colonne de camions roulant sans phare à une heure où aucun flux commercial légitime n'est attendu. Pris isolément, l'indice pourrait être négligeable. Replacé dans le contexte local, il devient une alerte. L'officier décide d'agir sans attendre une validation hiérarchique complète, acceptant le risque opérationnel pour préserver le temps. Les moyens sont limités. 15 soldats. Deux blindés légers et un drone suffisent pourtant à créer un point de fixation. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais le verrouillage. Empêcher la dispersion prime sur l'interpellation immédiate, car la fragmentation ferait perdre toute lisibilité à l'opération. Cette décision tactique, prise à très petite échelle, produit un effet stratégique majeur. Les premiers contrôles confirment l'intuition. Sous les cargaisons civiles apparaissent donc des caisses standardisées, disposées selon des schémas observés sur d'autres théâtres de conflit. Ce parallèle élargit immédiatement le cadre. L'action locale devient un indice d'un système plus vaste. L'impact est rapide. En quelques minutes, l'unité empêche la transformation du convoi en dizaines de trajectoires secondaires. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit des rapports indiquant que la preuve était restée intacte. Sans ce verrou initial, l'événement n'aurait laissé que des fragments. Un détail observé à temps peut décider du sort d'un État. La séquence commence loin des projecteurs, par une activation discrète. Des camions quittent des points de départ distincts, séparés parfois de plusieurs centaines de kilomètres. Les cargaisons déclarées sont banales, les documents administratifs suffisamment crédibles pour franchir des contrôles superficiels. La dispersion initiale constitue la première couche de protection. Un incident isolé n'aurait compromis qu'un fragment, jamais l'ensemble. À ce stade, le temps joue en faveur de l'opération. Vient ensuite la montée en tension. À mesure que les véhicules approchent de la zone frontalière, les consignes se fragmentent. Les chauffeurs reçoivent des instructions partielles, parfois contradictoires, qui limitent leur compréhension globale. Certains roulent sans phare, d'autres modifient leur itinéraire à la dernière minute. Cette confusion apparente n'est pas une faiblesse, elle est un outil. En cas d'arrestation partielle, aucune version cohérente ne peut émerger. L'information se dilue, la responsabilité se disperse. Le point de convergence marque l'apogée du dispositif. En moins de 26 minutes, 57 camions se regroupent sur un corridor précis. La compression temporelle réduit la fenêtre d'intervention adverse tout en maximisant l'effet de masse, une fois la frontière franchie. Si le passage réussit, la dispersion aurait lieu après, rendant toute reconstitution ultérieure quasi impossible. Le plan est simple, coûteux et risqué. Il n'en est que plus révélateur d'une planification longue. L'interception brise cette dynamique. Les premiers véhicules immobilisés provoquent un effet domino inattendu. Les itinéraires secondaires sont coupés, les chauffeurs hésitent, le temps change de camp. Chaque minute gagnée par l'unité de terrain empêche la transformation du convoi en flux diffus. La décision de fixation, plutôt que l'interpellation immédiate, préserve la cohérence de la preuve. Ce choix tactique, pris localement, conditionne l'issue stratégique. La phase de choc s'installe rapidement. Les caisses ouvertes révèlent une accumulation d'armes sans équivalent récent dans le pays. Les communications internes s'intensifient, les rapports partiels convergent. À Ouagadougou,
Ibrahim Traoré reçoit des mises à jour quasi continues. Il comprend que l'événement ne peut être traité comme un succès tactique ordinaire. L'enjeu dépasse la saisie. Il concerne la lecture publique de ce qui devait rester fragmenté. La décision suivante engage l'exposition. La zone est sanctuarisée, chaque élément documenté, chaque arme devient une pièce à conviction judiciaire et stratégique. Exposer ou dissimuler déterminera la bataille narrative. Rendre visible ce qui devait se disperser inverse le rapport de force symbolique. Les médias s'emparent du sujet, les populations voisines affluent, les chancelleries évaluent l'onde de choc. Ce qui devait rester silencieux devient irréversible. La séquence complète, activation, convergence, interception, exposition, révèle une logique nette. L'opération n'échoue pas par hasard. Elle est stoppée parce qu'un État refuse de traiter l'exception comme une routine et transforme un instant critique en rupture durable. Le temps, d'abord allié du dispositif clandestin, devient l'instrument de sa mise au jour. Avant cette nuit, la ligne de base utilisée par les services burkinabés restait stable. Des saisies ponctuelles, quelques centaines d'armes, des volumes suffisants pour perturber localement mais insuffisants pour modifier l'équilibre national. Après l'interception, l'écart devient immédiatement lisible. Le passage de l'ordinaire au systémique ne se discute plus à partir d'impressions mais de mesures. Premier indicateur, le volume d'armes. Les équipes de recensement établissent un total d'environ 25 000 fusils d'assaut. Ce nombre ne renvoie pas seulement à une accumulation spectaculaire. Il correspond à une capacité d'équipement permettant de structurer plusieurs unités coordonnées, capables d'opérations prolongées. L'explication est simple. Passer de centaines à des dizaines de milliers change la catégorie analytique. On ne parle plus d'un flux de nuisances mais d'un potentiel d'organisation. Ce delta, à lui seul, suffit à invalider l'hypothèse d'un assemblage opportuniste. Deuxième indicateur, les munitions. Les caisses ouvertes révèlent près de 13 millions de cartouches conditionnées de manière homogène. Rapportée aux standards régionaux, une telle réserve soutiendrait des mois d'affrontements continus sans réapprovisionnement externe. La lecture est directe. Ce stock implique des fournisseurs réguliers, une planification logistique et une anticipation de la durée. Autrement dit, la continuité est intégrée au design. L'écart avec les saisies habituelles, souvent limité à quelques milliers de cartouches, matérialise une intention de persistance. Troisième indicateur, la valeur financière. Les experts estiment la Kongsberg, la cargaison, à environ 700 millions de dollars. Placée en perspective, cette somme équivaut à une part significative de budget public annuel dans des secteurs essentiels. L'explication tient en une phrase. Un tel montant suppose des circuits financiers capables de fragmenter, dissimuler et synchroniser des transferts complexes. Là encore, l'écart est décisif. Les trafics régionaux courants ne mobilisent ni cette profondeur de capital ni cette tolérance au risque. Pris isolément, chaque chiffre pourrait être contesté. Mis en relation, ils se verrouillent. Le volume d'armes exige des capacités de stockage et de transport fiables. La masse de munitions suppose une chaîne d'approvisionnement conçue pour la durée. La valeur financière implique des relais bancaires et des écrans juridiques. Ensemble, ces trois mesures dessinent une architecture cohérente qui résiste aux lectures minimalistes. Les analyses de traçabilité confirment la cohérence sans ajouter de métriques nouvelles. Des origines multiples apparaissent non comme une anomalie, mais comme une stratégie de dilution de l'attribution. La diversité réduit le risque de traçage direct et répartit la responsabilité sur plusieurs zones. Le coût de cette complexité est élevé, son utilité est claire. Face à ces données, Ibrahim Traoré opte pour une démarche rare,
rendre les chiffres publics. Les armes sont exposées, les quantités expliquées, les écarts explicités. Cette transparence transforme la mesure en instrument politique. Montrer l'écart, c'est empêcher sa dilution dans des récits approximatifs. Les nombres deviennent un langage commun, difficile à contester sans proposer une alternative factuelle équivalente. La preuve quantitative ne mesure donc pas seulement une saisie, elle inscrit une rupture entre un avant gérable et un après systémique. Reste une interrogation qui prolonge l'analyse. Si ces volumes ont pu être réunis sans alerte préalable, combien de flux plus modestes, moins visibles mais persistants, continuent de circuler sous les seuils de détection? Deux interprétations solides émergent rapidement, chacune suffisamment cohérente pour être examinée sans caricature. La première invite à la prudence analytique. Selon cette lecture, l'ampleur de la saisie pourrait être mobilisée comme un levier politique interne, dans un environnement régional instable où la communication sécuritaire a parfois servi à consolider l'autorité. Les défenseurs de cette position soulignent l'absence immédiate de commanditaires officiellement identifiés et rappellent que, sans signatures étatiques explicites, toute extrapolation comporte un risque méthodologique. Ils avancent qu'un assemblage opportuniste de flux illégaux interceptés à un moment critique peut produire une impression de cohérence a posteriori. Cette position présente des arguments recevables. L'histoire récente du Sahel montre des annonces parfois amplifiées, simplifiées ou instrumentalisées par le passé. Exiger des standards élevés de preuve protège contre les conclusions hâtives et limite les dérives interprétatives. Dans cette logique, le doute n'est pas un frein, mais une condition de rigueur. Il empêche de confondre corrélation et intention, et rappelle que l'analyse doit résister à la tentation du spectaculaire. La seconde lecture, portée par des analystes régionaux et des services spécialisés, avance l'argument inverse. Elle s'appuie non sur l'intention supposée, mais sur la compatibilité structurelle des faits observés. Le nombre de camions, la synchronisation temporelle, la diversité d'origine, la fragmentation des paiements et l'existence d'itinéraires codés forment un ensemble qui dépasse les capacités habituelles de réseaux locaux improvisés. Pris séparément, chaque indice pourrait être expliqué. Pris ensemble, ils se renforcent. Le point de bascule apparaît lorsque l'on teste chaque hypothèse à l'épreuve des données. L'hypothèse minimaliste peine à expliquer le coût financier accepté, la discipline logistique et la tolérance au risque observé. À l'inverse, l'hypothèse d'une architecture planifiée absorbe ces éléments sans tension interne. Ce n'est pas une certitude juridique, c'est une robustesse analytique. Ainsi, le débat ne se tranche ni par l'adhésion à un récit, ni par le rejet systématique. Il se résout par la capacité des preuves à survivre aux hypothèses adverses. C'est dans cette zone de friction que l'analyse gagne en solidité en refusant à la fois l'extrapolation facile et la réduction excessive. Le pivot apparaît lorsque les enquêteurs croisent pour la première fois trois couches jusqu'alors séparées: flux financiers, code logistique et communication numérique saisie sur le terrain. Ce recoupement ne produit pas un fait spectaculaire isolé. Il révèle une cohérence d'ensemble. Ce qui semblait fragmenté commence à fonctionner comme un système lisible avec une temporalité, des relais et une phase finale explicitement anticipée. Les trajectoires bancaires montrent des circuits récurrents passant par des hubs identiques avant redistribution. Les codes d'expédition s'alignent sur ces calendriers. Les messages internes évoquent une étape décrite comme décisive. Pris ensemble, ces éléments déplacent le cœur de l'affaire. L'interception du convoi n'est plus l'objet central. Elle devient le révélateur d'un nœud plus profond.
La menace n'est pas périphérique, elle est structurée. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend alors que la réponse ne peut plus se limiter à la sécurisation d'une frontière. Le choix stratégique devient clair. Traiter le symptôme ou exposer le mécanisme. Garder le silence préserverait l'opacité qui protège les commanditaires. Rendre public ce pivot retire leur principal avantage. Ce midpoint n'est donc pas une escalade par l'action, mais par la clarté. À partir de là, la question cesse d'être ce qui a été arrêté. Elle devient ce que cette mise au jour rend désormais impossible à reproduire à l'identique. Les effets de l'interception se déploient rapidement sur 4 cercles distincts, chacun révélant une dimension différente de l'impact réel de l'événement. Pour l'appareil étatique d'abord, l'affaire agit comme un test grandeur nature. Des institutions souvent décrites comme fragmentées sont contraintes de se synchroniser sous pression. Les chaînes de décision se raccourcissent, les silos se fissurent et une cellule transversale est mise en place pour centraliser les données, réduire les délais et limiter les angles morts. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la coordination devient une pratique opérationnelle, non un principe abstrait. Le bénéfice immédiat tient en une chose, la preuve reste intacte et exploitable. Pour le monde économique, l'impact est ambivalent. Les premières heures sont marquées par l'inquiétude. Une saisie d'une telle ampleur alimente la crainte de sanctions, de perturbations logistiques et d'un durcissement des conditions commerciales. Certains acteurs anticipent un ralentissement des échanges. Puis un mouvement inverse apparaît. Des partenaires non occidentaux proposent des cadres de coopération alternatifs perçus comme moins conditionnels. Les secteurs extractifs et logistiques ne connaissent pas d'euphorie, mais une recomposition. Les flux s'ajustent, les dépendances se redessinent, et le risque est requalifié plutôt que nié. Du côté de la population civile, l'impact est avant tout symbolique, mais il produit des effets tangibles. Les images des armes exposées, les chiffres expliqués et la chronologie rendue publique créent un choc visuel et cognitif. Ce choc ne se transforme pas en panique généralisée. Il alimente des discussions, des rassemblements pacifiques et une appropriation collective du récit. Dans certains quartiers, l'événement devient un repère pour parler de souveraineté, de vigilance et de responsabilité partagée. La peur cède la place à une lucidité active, nourrie par des données compréhensibles. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières. Les États voisins, confrontés à des problématiques similaires de circulation d'armes, lancent des audits internes. Des mécanismes de coordination émergent, parfois informels, parfois institutionnalisés. Même dans des cadres habituellement divisés, la méthode adoptée à Ouagadougou est observée avec attention. La transparence assumée par Ibrahim Traoré crée un précédent difficile à ignorer. Elle montre qu'un État du Sahel peut exposer une opération clandestine sans déclencher immédiatement une escalade incontrôlée. Ces 4 cercles dessinent une réalité commune. L'interception n'a pas seulement empêché un scénario de chaos, elle a modifié les comportements, les anticipations et les cadres d'action. L'effet le plus durable n'est peut-être pas ce qui a été saisi, mais ce qui doit désormais être pensé autrement par l'ensemble des acteurs concernés que du décideur public au citoyen ordinaire. À partir des dynamiques désormais visibles, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles décrivent au scanner des configurations cohérentes, conditionnées par les choix déjà engagés et par la réaction des acteurs mis en difficulté. La trajectoire de base repose sur une stabilisation progressive. Les audits frontaliers deviennent réguliers, les procédures
interinstitutionnelle se normalise et la circulation de l'information gagne en fluidité. Les réseaux impliqués restent actifs mais affaiblis, contraints de fragmenter davantage leurs initiatives. Les tensions diplomatiques persistent sans basculer vers une rupture ouverte. Dans ce cadre, l'État consolide ses capacités de détection sans transformer l'événement en doctrine rigide. Le coût politique et administratif demeure maîtrisé au prix d'une vigilance constante. La trajectoire optimiste envisage un effet d'entraînement régional. La méthode de traçabilité et d'exposition publique est reprise par des partenaires voisins. Des mécanismes de coopération se structurent autour du partage de données et de contrôle conjoint. Les flux commerciaux s'adaptent, privilégiant des circuits perçus comme plus sûrs. Cette dynamique réduit l'espace opérationnel des réseaux clandestins et renforce la crédibilité institutionnelle. L'interception cesse alors d'être un épisode isolé pour devenir un levier de coordination plus large. La trajectoire pessimiste anticipe une réaction différée des acteurs mis en cause. Pression économique, que campagnes de désinformation et tentatives de contournement plus discrètes peuvent fragiliser des secteurs dépendants des importations. Les réseaux privilégient des volumes réduits mais plus fréquents, testant la capacité de l'État à maintenir l'attention sur la durée. La menace ne disparaît pas, elle change de forme, exploitant l'usure administrative et la saturation de l'opinion. Face à ces scénarios, une recommandation transversale s'impose. Si la méthode, traçabilité, coordination, clarté publique est maintenue, la résilience augmente quel que soit le futur. Si elle se dilue, même la trajectoire de base glisse vers la plus défavorable. L'enjeu n'est donc pas de choisir un scénario, mais de préserver un cadre d'analyse capable de résister au temps et aux ajustements adverses. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, l'affaire touche directement des groupes pour lesquels les effets sont moins visibles, mais tout aussi structurants. La jeunesse urbaine d'abord. Pour une génération exposée à des flux d'informations rapides et souvent contradictoires, l'interception agit comme un révélateur civique. Elle montre que la sécurité ne relève pas uniquement de la force armée, mais aussi de la capacité à lire des signaux faibles, à vérifier des données et à résister aux récits simplificateurs. Les discussions qui émergent dans les écoles et les universités portent moins sur la peur que sur la méthode. Comment un détail devient une alerte et pourquoi la cohérence factuelle importe plus que l'émotion immédiate. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les images diffusées et les explications officielles offrent un support concret aux échanges du quotidien. Les parents contextualisent les choix publics, les enfants questionnent la fiabilité des sources et la notion de vigilance collective prend une forme accessible. L'événement cesse d'être abstrait. Il devient un exemple partagé permettant de transmettre des repères sans dramatisation excessive et d'ancrer la discussion dans des faits compréhensibles. La diaspora constitue un troisième cercle concerné. À distance, elle suit l'affaire à travers des analyses, des échanges en ligne et des débats communautaires. Pour beaucoup, la mise à disposition de données et de chronologies produites localement renforce le sentiment qu'un récit souverain peut exister sans médiation extérieure exclusive. Cette perception nourrit des prises de position, des initiatives de soutien et parfois un engagement renouvelé envers les dynamiques nationales. Ces cercles ne forment pas un bloc homogène. Leurs attentes diffèrent, leurs sensibilités aussi. Un point commun émerge toutefois, la clarté réduit l'anxiété. En rendant lisible un événement complexe, l'action publique transforme une menace potentielle en occasion d'apprentissage collectif. L'effet le plus durable tient moins à ce qui a été empêché
qu'à la manière dont chacun apprend à interpréter un risque partagé sans céder à la sidération. Pour que l'interception ne demeure pas un épisode isolé, une feuille de route se dessine autour d'actions mesurables plutôt que de déclarations générales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas d'accumuler des annonces, mais d'ancrer une méthode reproductible face à des menaces diffuses et évolutives. Première étape, le renseignement frontalier. Les postes sensibles sont progressivement reliés à des dispositifs partagés combinant observation humaine et signaux techniques. Chaque anomalie est consignée, analysée, puis recoupée. Le critère d'évaluation est simple, réduire le délai entre le signal faible et la décision opérationnelle. La rapidité devient un indicateur de performance institutionnelle, suivi dans le temps. Deuxième étape, la judiciarisation. Un pôle spécialisé dans la criminalité transnationale associe magistrats, analystes financiers et enquêteurs. Sa mission consiste à transformer des saisies spectaculaires en dossiers juridiquement exploitables. Le succès ne se mesure pas au nombre d'arrestations médiatisées, mais à la solidité des procédures, capables de résister à des contestations complexes sur la durée. Troisième étape, la gestion matérielle. Les armes saisies sont traitées selon un protocole documenté, traçable et public. Leur stockage, leur neutralisation ou leur destruction sont intégrés à un cycle de transparence. Cette visibilité empêche la réapparition symbolique des équipements dans d'autres circuits et renforce la crédibilité de l'action publique. Quatrième étape, la coopération régionale. Des mécanismes de partage d'informations sont formalisés avec les États voisins afin d'anticiper les déplacements de flux. Le repère n'est pas l'intention affichée, mais le nombre d'alertes conjointes et d'opérations coordonnées effectivement menées. L'ensemble forme une chaîne continue. La sécurité n'est plus une réaction ponctuelle, mais une capacité entretenue, évaluée et ajustée dans le temps. Lorsque le métal fondu commence à s'écouler dans le moule, la scène n'a rien de spectaculaire. Elle est lente, presque silencieuse. Parmi les soldats présents, le capitaine Musa Kaboré observe sans parler. Quelques semaines plus tôt, il avait immobilisé les premiers camions sans savoir qu'il interrompait la phase finale d'une opération, pensée bien au-delà des frontières. Le fragment d'arme transformé sous ses yeux pèse davantage par ce qu'il représente que par sa masse. Autour, des familles regardent le métal incandescent comme on observe un miroir. Les anciens évoquent d'autres périodes de vigilance. Les plus jeunes posent des questions directes, parfois naïves, mais essentielles. La mémoire se transmet sans emphase inutile, ancrée dans des faits rendus compréhensibles. La menace n'est pas niée, elle est transformée en repère collectif. Lorsqu'Ibrahim Traoré rejoint la scène, son message reste sobre. Il ne parle ni de victoire définitive, ni de fin du danger. Il rappelle qu'un État tient debout lorsqu'il refuse le silence et transforme l'attention collective en habitude durable. La nuit du convoi cesse alors d'être un simple épisode de tension. Elle devient un point d'appui pour penser la résilience autrement. Une idée s'impose, sans grand discours. La vigilance partagée vaut mieux que la force solitaire. L'histoire du convoi intercepté ne se referme pas avec la dernière arme neutralisée. Elle circule désormais sous des formes plus discrètes, dans les conversations, les écoles, les médias locaux et au sein de la diaspora. Elle ne dicte pas un récit unique, elle propose une méthode, observer, vérifier, relier les faits avant de juger. Cette posture, modeste en apparence, constitue pourtant une ligne de défense durable face à des menaces conçues pour rester diffuses. Rien ici n'invite à la célébration excessive ni à la peur entretenue. Ce qui s'impose, c'est une attention renouvelée. Lire les signaux faibles, interroger les chiffres, refuser les raccourcis narratifs qui transforment la complexité en slogan.
Lorsque les données sont partagées et expliquées, chacun peut participer à l'effort collectif de compréhension sans se substituer aux institutions ni s'en remettre aveuglément à elles. Au fond, la question laissée ouverte dépasse cet événement précis et le rôle d'Ibrahim Traoré. Comment transformer cette lucidité ponctuelle en pratique durable, capable de résister au temps, à l'usure et à l'oubli? La réponse n'est pas donnée ici. Elle commence avec la discussion que cet épisode continue de susciter.